Bon, alors, traverser l'angoisse, l'angoisse, ça n'est pas une pensée très, très joyeuse que de penser à l'angoisse, et pourtant, je trouve que, je me disais, c'est quand même un titre très optimiste, traverser. Parce que si on traverse, ça veut dire qu'on y est entré, mais ça veut dire qu'on en sortira. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être, il n'y avait pas d'angoisse et qu'on est entré dans l'angoisse, et qu'à un moment, on en est sorti. Du moins, j'en fais le pari. Du moins, j'affirme, j'annonce que nous allons chercher ensemble comment on peut traverser l'angoisse. Quand on l'a traversée, je parlerai un petit peu dans le langage qui est beaucoup le mien, c'est-à-dire le langage des images, et que je retrouve beaucoup dans le travail que l'on fait dans les séances d'analyse telles qu'on les pratique dans le GIREP. C'est le moment où, au fond, nous parlons de nous en images avec des représentations imagées. Et je me dis que quand on a traversé l'angoisse, c'est comme si on était sorti de la forêt sombre dans laquelle on n'y voyait rien et de moins en moins. C'est comme si on avait échappé à l'engloutissement dans le maelstrom qui pourrait nous emporter, au bord duquel on s'est trouvé, et vraiment, on y a échappé, on n'a pas été englouti. On n'a pas été foudroyé par l'angoisse, puisqu'on en est sorti vivant. C'est ces images-là qui parlent du fait que l'angoisse, c'est vraiment quelque chose de rude et qui est un vécu assez horrible. Perdu dans la sombre forêt dont je viens de parler, on ne connaît pas le chemin. Comme dans mes pires cauchemars, dit une patiente, ça n'en finit plus. Je marche, il fait de plus en plus nuit, j'ai peur, jamais je ne trouverai la sortie. Et quelqu'un d'autre, quand je me sens mal comme ça, c'est comme dans mes mauvais rêves d'enfant. Il y a le géant qui court derrière moi, qui courait, mais il court encore, il court toujours derrière moi. J'ai si peur que je suis pétrifiée. Il va m'écraser sous sa botte. Et c'est ça que je vis. Maintenant, je ne suis plus une petite fille, mais c'est encore ça que je vis. Une des composantes de l'angoisse dont nous allons parler toute la soirée, c'est donc que plonger dans ce vécu qu'on appelle angoisse, on n'en voit pas la fin. Au moment où nous sommes réellement plongés dans l'angoisse, nous avons le sentiment que nous n'en verrons pas la fin. Lydia Flem, qui est un écrivain, un auteur contemporain, dit « L'angoisse vole la raison. Aucun organe n'échappe à son contrôle. Je suis entièrement à sa merci, ligotée, bâillonnée, muselée, réduite, figée, entravée. Rien ne résiste à sa loi. La légèreté, l'insouciance n'existent plus. » Elle dit aussi, à un autre moment de son livre, qui s'appelle « Panique », elle dit aussi que l'angoisse colle à la peau, à l'estomac, aux poumons, au cœur, au plexus, au pouls, aux jambes. De jour en jour, elle augmente, elle est là en permanence. Donc, parler de sortir de l'angoisse, parler de traverser l'angoisse, c'est dire que nous allons chercher ensemble s'il y a des chemins, comment il y a des chemins, que du moins nous considérons, je considère qu'il y a des chemins pour sortir de ce tableau remarquablement bien dressé par Lydia Flem. Et pourtant, en même temps qu'on lit ce genre de choses et qu'on en entend beaucoup, je me dis qu'il doit bien y avoir un espoir de sortir pour aller ailleurs. L'espoir d'effectuer une traversée. En effet, si on ne croyait pas qu'il est possible de sortir de l'angoisse et de tout ce qui lui ressemble et de tout ce qui va avec, eh bien des demandes de psychothérapie, de psychanalyse ne se feraient pas. Si on fait une demande d'entrer en psychothérapie ou en psychanalyse en disant je ne suis pas bien et c'est de cette angoisse qu'il est question, on va en parler tout à l'heure, eh bien si on fait cela, si on l'exprime de cette manière-là, et qu'on arrive chez le thérapeute, c'est tout de même qu'il y a au moins une petite part de soi-même qui considère que peut-être on a une chance d'être aidé, à être tiré d'affaire et à sortir de l'angoisse, d'avoir fait une traversée, mais une traversée qui nous conduit hors de ce qu'on a traversé jusque-là. Alors, le tableau de cette personne qui arrive, par exemple, et qui dit qu'elle vient pour envisager un travail sur moi, que c'est une formule qu'on entend souvent, ou de l'aide, ou quelque chose comme ça,
ou bien une psychothérapie, quand on dit qu'est-ce qui vous y amène, ou bien ce qui arrive quand même assez souvent, ou bien chez les médecins, on voit souvent arriver des gens avec « mais il m'arrive cette chose terrible, j'ai l'impression que j'ai une boule dans la gorge ». Cette très jolie formule « j'ai les nerfs croisés sur l'estomac ». Je trouve ça absolument magnifique, les nerfs croisés sur l'estomac. Bon, mais cette personne, elle ne trouve pas ça magnifique d'avoir les nerfs croisés sur l'estomac. Il n'empêche que c'est cette formule-là qu'elle donne pour dire à quel point elle se sent resserrée. J'étouffe, il me semble que je ne peux plus respirer. Et puis, même si on ne parle pas de tous ces aspects qui sont des symptômes avec lesquels on décrit ce que l'on éprouve, c'est des images, mais c'est un ressenti très physique. Il y a la formule banale « Oh, je viens parce que je suis tout le temps stressée ». Tout le temps stressé, on pourrait s'attendre à ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tellement de choses à faire, alors peut-être je vais servir à rien. Si c'est qu'elle a trop de choses à faire, cette dame, ou si ce monsieur qui se sent stressé, c'est parce qu'il a trop de choses, on exige trop de lui, je peux peut-être pas lui être très utile, si ce n'est à comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais non, c'est pas ça. En réalité, c'est pas j'ai trop de choses à faire, je suis stressé parce qu'il y a plein d'exigences autour de moi, c'est je suis stressé, c'est-à-dire tout serré et tout mal et enfermé. Depuis quelque temps, j'entends aussi je fais un burn-out. Il y a quelques années, on disait je fais une dépression. Mais quand on se faisait décrire la dépression ou le burn-out qui amenait le patient avec cette demande de psychothérapie, ça n'avait pas les caractères très précis de ce qu'on appelle burn-out et ça n'avait pas le caractère très précis de ce qu'on appelle dépression. C'était autre chose. C'était l'histoire de la boule dans la gorge, des nerfs croisés sur l'estomac et c'était finalement de l'angoisse. Alors il arrive quelquefois que, effectivement, on dise « je me sens très angoissé, tout m'angoisse ». Mais très souvent, le mot n'est pas prononcé. Le mot d'angoisse n'est pas prononcé. Et quand il n'est pas prononcé, on vient avec des choses qui, moi, me parlent d'angoisse. Mais ce patient, cette patiente, se plaint, par exemple, d'être claustrophobe, de ne pas oser prendre un avion, de ne pas oser... se trouver dans une pièce, dans un ascenseur, je monte chez vous à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. C'est quand même pas normal, je ne peux pas supporter d'être enfermé dans le métro. Ou bien la boulimie, ça ressemble beaucoup à une phobie, ne pas pouvoir, ce qu'on va appeler claustrophobie, c'est une phobie. Mais par derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le symptôme de boulimie aussi, on arrive parce qu'on ne peut pas s'empêcher de manger, on mange trop, je ne mange pas bien, mais c'est embêtant d'être comme ça. J'ai des insomnies, donc je viens pour mes insomnies. Je suis trop timide, puis je suis mal dans ma peau. Et alors, bien souvent, c'est moi qui parle d'angoisse. Ça n'est pas, c'est moi qui prononce le mot. Je dis, au fond, le métro, ça vous angoisse ? Au fond, quand vous vous sentez mal comme ça, c'est que vous êtes un peu angoissé. Qu'est-ce que c'est ce qui vous angoisse ? Ou bien encore, je dis, et vous savez ce que c'est qui vous angoisse, qui déclenche l'angoisse ? Elle vient comment, cette angoisse ? Autrement dit, c'est bien moi qui ai prononcé le mot qui n'avait pas été prononcé. Et ça s'arrange comment ? Comment ça passe ? Ça passe jamais, donc d'accord. Et vos rêves de la nuit, à quoi ils ressemblent ? Comment ça se passe ? C'est des rêves difficiles ? C'est des rêves un peu angoissants ? Et quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, c'était déjà comme ça ? Ou bien ça vous est arrivé à un moment de votre vie, vous vous souvenez comment la première fois que vous vous êtes senti vraiment angoissé ? Ou bien vous avez l'impression que vous l'êtes depuis toujours ? Et puis, est-ce que vous vous souvenez du plus vilain, plus mauvais rêve que vous avez fait quand vous étiez petit ? Et le plus vilain, le plus mauvais rêve qu'on a fait quand on était petit, la plupart du temps, c'est je cours, il y a un géant qui me court après, mes pieds collent, je suis collé au sol, je ne peux pas avancer, etc., etc. Il y en a d'autres, mais celui-là est particulièrement fréquemment cité. Mais donc, c'est moi qui parle d'angoisse, parce que bien souvent, on n'ose pas nommer l'angoisse. L'angoisse, on en a un peu honte. On en a un peu honte, en partie parce qu'on la confond avec la peur. Et c'est une peur très honteuse. D'abord, c'est honteux d'avoir peur, et c'est honteux d'avoir peur de quelque chose dont on ne sait même pas qui vous fait peur.
Parce que dans l'angoisse, généralement, on ne sait pas très très bien ce qui, en réalité, ça ressemble à la peur, mais on ne sait pas du tout nommer l'objet de la peur. C'est d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, mais c'est intéressant de savoir quand même qu'il y a une différence entre l'angoisse et la peur. L'angoisse a un objet. Pardon, excusez-moi, l'angoisse n'a pas d'objet, la peur a un objet. Et l'angoisse, elle, se développe pas toujours avec un objet. On a peur de ce chien affreux, on a peur de cette chose qu'il va falloir qu'on fasse et qu'on ne sait pas faire. On a peur d'être agressé, on a peur que dans le noir des gens nous sautent dessus. L'angoisse, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on ne sait pas bien ce qui angoisse, mais on est angoissé, c'est comme une peur de la vie peut-être. Avoir peur parce que la terre a tremblé réellement, parce qu'on est agressé réellement, c'est bien défini. Se sentir angoissé sans objet, c'est une réalité, mais une réalité qui n'a pas d'objet réel. Alors, je vais vous donner par exemple un exemple de la non-nomination de l'angoisse, parce que l'angoisse c'est quelque chose de honteux. Il n'y a pas de conscience qu'il s'agit d'angoisse, et ici, la situation que je vais vous citer, elle date d'il y a longtemps, mais elle m'a beaucoup troublée, la preuve c'est que je m'en souviens encore. C'était un petit garçon. Le motif de la consultation, c'était qu'il avait des mauvais résultats en classe. Vraiment, il n'était pas bon élève, ça ratait, les maths c'était pas bien, un peu partout ça ne marchait pas. Je reçois donc, c'est bon, la maman qui m'explique tout ça, pas le papa, et je reçois ensuite l'enfant. C'est un enfant qui se révèle au cours des 2 fois où je le vois, intelligent, n'ayant pas de problème cognitif, mais bourré d'angoisse. Il a les mains qui tremblent, il est mal, il dit « je suis tout le temps mal ». Et il raconte qu'il a tout le temps les mains moites, il retient son souffle en parlant, enfin, il ne se sent pas bien. Je lui dis « c'est un peu comme si tu avais peur, mais de quoi ?» Et alors, à ce moment-là, il a une espèce de véhémence et il me dit oui, peut-être que j'ai peur des copains qui me trouvent con. J'ai peur que le maître me prenne pour un imbécile. J'ai peur de ce que pense mon père de moi. J'ai peur dans les cauchemars. J'ai peur tout le temps. Et je lui dis, mais tu as peur de pas quelque chose de bien précis. Pourquoi on te trouverait bête ou quoi? Il dit, je sais pas, ça me fait peur tout le temps. Alors, j'en tire quelques conclusions. C'est que cet enfant est très angoissé. Ça, c'était facile de se le dire. Et que le problème n'est pas du tout le problème de son échec scolaire, mais que l'échec scolaire est probablement la conséquence de l'angoisse et engendre ensuite de l'angoisse. Je reçois les parents et je leur explique qu'il n'y a pas de problème de mauvais équipement de cet enfant, que non, ce n'est pas un enfant spécialement paresseux, qu'il est intelligent, etc., etc., mais que c'est un enfant angoissé et que peut-être une psychothérapie l'aiderait. Et à ce moment-là, puisque cette fois-là le père était venu, le père bondit littéralement et il me dit « angoissé ?» Non, il n'est pas angoissé. Je dis « excusez-moi, vous m'avez demandé mon avis, je vous dis que votre petit garçon est angoissé. » Et le petit garçon qui est là se redresse et dit « papa, je suis angoissé. » Donc je me fais littéralement gronder par le père, qui me dit que c'est moi qui ai appris ce mot innommable à son enfant et que, voilà, enfin, il a beaucoup de regrets de m'avoir amené son petit garçon pour que je lui révèle que l'angoisse, ça existe. Le père dit, ça n'existe pas l'angoisse. Et le petit garçon reprend, si papa, c'est vrai, je suis angoissé, j'ai tout le temps peur. Alors, nouvelle diatribe du père qui affronte son petit garçon et lui dit qu'il n'y faut pas rien, que la peur n'existe pas, que l'angoisse n'existe pas, que c'est un mot qu'il faut supprimer de sa pensée. Je ne me sens pas très très bien. Et finalement, le père dit, moi, à 16 ans, j'étais dans la résistance et je n'ai jamais eu peur de tout ce que j'avais à faire. Et je lui dis, monsieur, vous c'est vous et lui c'est lui. Et il n'est pas dans la résistance, il n'y a pas de problème de résistance en ce moment à avoir.
Bon, nous nous sommes quittés, je n'ai jamais revu le petit garçon, et il m'en est resté une très grande peine. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour ne pas déclencher ce drame entre le père et l'enfant, et pour qu'il arrive à comprendre, ce monsieur, que le petit garçon était réellement angoissé et qu'il avait drôlement beaucoup de raisons pour l'être. Ça me paraissait tout à fait évident. Ça m'a laissé vraiment avec un questionnement auquel je ne me suis pas bien répondu. Mais comment aurait-il fallu que je fasse? Alors, si on creuse maintenant, il faut aller un petit peu par derrière tout ce que j'ai dit. Si on creuse un peu derrière, par exemple, les rêves que j'ai évoqués tout à l'heure, rester avec les pieds collés alors qu'on est poursuivi par un géant, il faudrait mieux pouvoir courir, traverser une forêt sombre dont on n'arrivera pas à sortir, dont on ne connaît pas le chemin, etc. Si on creuse derrière ça, derrière ces rêves que nous avons tous faits plus ou moins à des moments différents de nos vies, et qui viennent quelquefois au début de la thérapie, quand il y a cette demande, et quelquefois au cours de la psychothérapie. Si on va derrière les symptômes que j'ai décrits, toutes ces manifestations physiques, alors qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve un état que vit le sujet beaucoup plus qu'une raison pour vivre l'état dans lequel il est. Et cet état, c'est, alors, au-delà derrière les symptômes très physiques que décrivait par exemple Lydia Flem, il y a cette espèce d'affolement de la pensée que décrit Maupassant dans un de ses livres. Et cet affolement de la pensée me paraît tout à fait important à pointer. Je n'ai pas peur d'un danger, j'ai peur de moi. J'ai peur de la peur. J'ai peur des spasmes de mon esprit qui s'affolent. J'ai peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. J'ai peur, surtout, du trouble horrible de ma pensée, de ma raison qui m'échappe, brouillée, dispersée, par une mystérieuse et invisible angoisse. Je trouve que c'est un texte qui dit tout à fait bien comment se manifeste cette angoisse d'un point de vue interne et non plus seulement à travers les manifestations physiques ou à travers les rêves nocturnes dont j'ai parlé. C'est bien de ça qu'il s'agit. Finalement, il s'agit de moi-même déchirer, éclater, exploser, moi-même ne tenant plus en bride ce que je vis et ne pouvant plus, en quelque sorte, me tenir moi-même, en quelque sorte. Nous sommes devant un pauvre moi, moi-même, ce que je sens être ma personne, mon moi que je connais, qui est tout tiraillé entre une quantité de mouvements de pensée que décrit bien Maupassant, mais on pourrait dire, si on veut s'approcher d'une explication plus analytique, plus savante, ce pauvre moi, il est tiraillé entre ces pulsions les plus spontanées, les plus brutes, qui viennent du fond de lui-même, sauvages souvent, ces pulsions qui peuvent être vraiment des choses que nous n'acceptons pas de nous. Ce type-là, j'ai envie de le tuer, et c'est vrai que pour un instant, j'ai envie de le tuer. Ou cette personne, cet homme, cette femme, j'ai envie de me jeter dessus et de me retrouver dans son lit, dans ses bras. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne va pas être acceptable comme ça tout de suite. N'empêche que ce mouvement est né. Et c'est Valéry qui dit quelque chose que je trouve tout à fait merveilleux. Il dit, si le moindre de nos désirs passait en réalité de manière immédiate, eh bien, les rues seraient peuplées de cadavres, et peuplées de femmes enceintes et jonchées de cadavres. Voilà. Alors, je crois, Valéry, là, il touche quelque chose de très vrai, car nous avons, c'est vrai, des pulsions de donner la mort ou des pulsions de posséder l'autre, qui ne sont pas du tout raisonnables. Tout ça, ça vient de ce que les psychanalystes appelleront le ça, c'est-à-dire cette partie de nous, ça, qui est habitée par ces mouvements pulsionnels violents et qui nous tirent et qui nous poussent et qui nous arrachent à nous-mêmes. Et devant lesquels nous savons que ça n'est pas très raisonnable et que heureusement nous n'allons quand même pas tuer cet ennemi ni sauter dans le lit du prochain.
Et puis, ce pauvre moi dont je parle, il est en même temps soumis à cette bataille en lui-même, donc entre ce mouvement-là, ces pulsions brutes, brutales, et puis ces exigences en même temps. En effet, je ne vais pas tuer celui-là qui me déplaît tant et qui mériterait bien que je le tue peut-être. Il y a des exigences qui sont liées à la morale, au devoir, aux règles sociales, aux principes religieux, à l'idéal, idéal qui est souvent vécu comme inaccessible, mais idéal quand même, et tout ceci que les psychanalystes relient au surmoi, c'est-à-dire à cette partie de nous-mêmes qui nous domine, qui est en partie un héritage de nos parents, en partie un don et un héritage et un ensemble de règles liées à la société, au social, au sociétal. Mais tout cela entre en conflit avec ces mouvements très spontanés et très bruts du début. Et de plus, ce malheureux moi, qui est déchiré entre ces pulsions sauvages du ça et ces interdits terribles du surmoi, ce pauvre moi par-dessus le marché est sans cesse sollicité par le monde extérieur qui le bouscule, qui le trouble, qui pose des problèmes, qui n'est pas sécurisant. À tout instant, ce qui se passe autour de nous, dans nos familles, dans le monde, et je vais y revenir un petit peu plus longuement tout à l'heure, dans les sociétés où nous vivons, dans les lieux où nous nous trouvons et dans les rencontres que nous faisons, de tous les côtés, le malheureux moi déjà déchiré est encore plus déchiré parce que toutes ces sollicitations adviennent et que ces sollicitations qui nous tombent dessus en quelque sorte suscitent et sollicitent encore plus et les pulsions et les règles et les interdits. D'où un état de contradiction interne que je vais développer à travers deux séries de contradictions, ces contradictions étant à la source de beaucoup de nos angoisses, car à travers tout ce que j'ai lu, en particulier le texte de Maupassant, mais tout ce que je viens de dire, il est bien évident que c'est parce que nous sommes en pleine contradiction, apparemment, que l'angoisse peut s'emparer de nous. Par exemple, je veux dire, la première série de contradictions. Il y a un vécu, un sentiment, une peur de l'enfermement. Je suis enfermée dans mon corps avec comme un besoin en même temps de m'arracher à cet enfermement. Je suis enfermée dans une situation. Tout est resserré. Et moi aussi, je me sens resserrée. L'histoire de la dame qui avait les nerfs croisés sur l'estomac, c'est exactement ça. C'est ce geste où on aurait envie d'ouvrir, de s'ouvrir soi-même et de s'enlever un vêtement trop serré qui nous gêne pour vivre et pour respirer. Mais cette même personne qui est prise de ce besoin de sortir de toutes ces règles et de toutes ces choses qui lui pèsent dessus, dont l'image c'est ce cœur serré ou le corps lui-même resserré, tout ceci coexiste en même temps avec quelque chose qui est en contradiction absolue, c'est qu'il y a aussi l'angoisse des espaces, du vide, de la nudité, de l'absence de limite. Cette même personne qui, à un moment, a l'impression qu'il faudrait qu'elle sorte d'un étau, est capable aussi de faire ces rêves nocturnes que probablement la plupart de nous ont tous fait, ce rêve qu'on fait beaucoup quand on est petit, mais qu'on fait encore quelquefois quand on est grand, où on perd sa culotte au milieu du marché, où on se trouve nu au milieu de tout un tas de gens habillés. Ça fait partie des rêves assez communs que les uns et les autres connaissent. Mais dans ces rêves-là, c'est comme si l'angoisse, dans un cas, naissait de trop de vêtements qui nous serrent, et dans l'autre cas, d'une absence de vêtements. Comme si on était malheureux et angoissé du fait qu'on est enfermé, et que, par ailleurs, on souffre aussi d'être dans les grands espaces. Et dans les cauchemars d'angoisse, il y a aussi tous ces cauchemars où on est dans un espace illimité, une grande plaine qui n'en finit plus, on avance toujours vers l'horizon, et ça va toujours de plus en plus loin, et il n'y a pas de chemin là-dedans, on peut y marcher tant qu'on veut. Tout à l'heure, on était dans la forêt obscure qui nous resserre, mais là, on est dans le grand espace, la grande plaine, les grandes étendues,
qui ne nous resserre pas du tout, mais où finalement ce qui nous manque, ce serait justement le chemin tracé et les limites. Il me semble que l'angoisse de culpabilité que nous éprouvons se range bien dans cette catégorie-là. L'angoisse de culpabilité, j'en citerai par exemple une formule, il me semble tout le temps que tout est de ma faute. Ah oui, mais quoi? Ben tout, et impossibilité de préciser, quoi que je fasse, tout est de ma faute. Je sens que tout est de ma faute. Et si on veut faire préciser, on va voir surgir des choses qui n'ont pas l'air d'être des fautes normales. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et il se passe que devant un désir que j'ai envie d'assouvir et que j'assouvis, se dresse en même temps la règle, la loi qui me dit que ça n'est pas cela qu'il faut faire. Et l'angoisse de culpabilité, c'est l'angoisse qui naît du fait que je fais quand même cette chose interdite, cette chose que les règles, les chemins tracés, les barrières qui tout à l'heure paraissaient soit impossibles à vivre, soit bien nécessaires, voilà, je les ai suivies, et quand je les suis, je m'aperçois que je ne les suis pas tout le temps. Par conséquent, je suis sans cesse coupable, parce que je suis sans cesse en train de désobéir à la loi, en train de désobéir à la règle, en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire. La plupart du temps, ces angoisses de culpabilité qui sont parfois intenses, moins intenses maintenant, du moins plus larvées, plus cachées que ça l'était par exemple il y a 20 ans. Mais cette angoisse de culpabilité est une des angoisses les plus difficiles à porter parce qu'on ne peut pas bien la dire. Une des solutions, quand on se sent coupable parce que pas d'accord avec soi-même, quoi qu'ayant fait quelque chose qu'on a jugé bon de faire ou qu'on a jugé désirable de faire, eh bien, quand on vit cela, il me semble qu'on est justement enfermé dans cela même dont on voulait se débarrasser. Et quelle solution? On en reparlera, mais les solutions à l'angoisse de culpabilité, c'est quelquefois la réparation. Quand on peut réparer ce qui nous rend si angoissés d'avoir mal fait, quand une réparation peut s'installer, peut s'opérer, déjà l'angoisse est moindre. Mais ça ne peut pas toujours s'opérer. Il y a l'aveu, dire, comment faire pour dire. Alors, dans le monde catholique, il y a eu pendant longtemps l'importance de l'aveu dans la confession et qui débarrassait, qui libérait l'espace. Ce qui ne veut pas dire que ça libérait à tout jamais du sentiment de culpabilité. Il reparaissait à la première occasion. Mais c'est moins pratiqué dans les jours que nous traversons actuellement. Alors, où va-t-on faire l'aveu? À un ami, à un thérapeute. On essaie de faire un aveu. On va écrire la chose dont on se sent coupable. C'est un aveu. Est-ce que l'aveu libère complètement du sentiment de culpabilité? Je ne crois pas. Je me rappelle cette personne qui me raconte tout un tas de choses qui avaient été très difficiles et dont elle se sentait très coupable, qui tout d'un coup s'arrête et dit « Ah ben chic alors, j'ai plus besoin d'aller me confesser, tout va bien. » J'ai dit c'est deux choses un peu différentes. Si dans la confession vous cherchez un aveu, oui, bon, ça va, parlons-en de ce que vous venez de dire. Si dans votre religion, ça veut dire quelque chose d'autre, moi je ne suffis pas. Mais cette fois-là, c'était une fois dont je me souviens de manière particulièrement aiguë, parce qu'elle était particulièrement frappante. Il n'empêche que, bien entendu, la fois suivante, cette personne qui était libérée d'avoir fait son aveu était toujours aussi aux prises avec ce sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité a des sources très lointaines, très profondes, et que c'est généralement dans nos lointains inconscients que commence à s'établir la culpabilité. Alors, il y a la culpabilité objective, réelle, que j'ai décrite tout à l'heure, quand nous avons un désir auquel nous cédons, alors que nous pensons que ça n'est pas ça qu'il faut faire et qu'il ne fallait pas le faire. Mais Freud nous dirait que le sentiment de culpabilité, nous le traînons depuis le temps où le petit garçon
très tranquillement annoncé à table oh ben, quand papa sera mort, moi je me marierai avec ma maman. Après quoi, il était quand même un peu épouvanté d'avoir eu de telles idées qu'on lui a signalé ne pas être très réalisable. Et c'est dans ce temps qu'on appelle le temps oedipien, c'est-à-dire le temps où on a envie d'épouser le parent de l'autre sexe et de tuer pour s'en débarrasser celui du même sexe, qu'évidemment, on a envie d'un tas de choses qui sont absolument impossibles et irréalisables. Et qui, par-dessus le marché, s'enfouissent de manière inconsciente en nous, et qui ensuite continuent à faire leur travail de sape, sans que nous le sachions, et en se traduisant à travers des moments très différents. Il y a dans cette manière d'entendre le sentiment et l'angoisse de culpabilité quelque chose qui n'a pu apparaître qu'au travail analytique profond tel que l'a entrepris Freud et suivi tous les successeurs. Mais ce qu'il nous faut bien dire et reconnaître, c'est que dans ce travail-là, il est bien évident que je ne suis pas seulement coupable des choses que je connais, que je sais que j'éprouve, avec lesquelles je suis en contradiction. Je ne suis pas coupable que de cela, je suis coupable de tout ce que je ne sais pas que j'éprouve et que je vis quand même. Et c'est cela qui, très souvent, apparaît au cours d'une psychothérapie, au cours d'une analyse. Mais tout le monde ne fait pas de psychothérapie, tout le monde ne fait pas d'analyse, tout le monde ne tombe pas toujours sur ces désirs inconscients qui, finalement, lui créent un sentiment de culpabilité qui n'a rien à voir avec la situation réelle dans laquelle on éprouve une telle culpabilité. Donc ça, c'est disons, une première grande contradiction qui se traduit, alors c'est un ensemble de contradictions, mais dont je donne pour exemple le sentiment de culpabilité et l'angoisse de culpabilité, et l'angoisse de culpabilité est quelque chose de très lourd, eh bien, cela peut se trouver dans des circonstances les plus variables, en quelque sorte. Mais c'est toujours la lutte entre la loi et la loi, entre le désir et la loi, entre moi et le monde, et où je veux tout porter en même temps, et où finalement je ne peux absolument pas tout porter. Un autre exemple de ces divergences qui naissent en nous, finalement, le besoin dans ces crises d'angoisse, un grand besoin d'être relié et d'être consolé. Quand j'éprouve une telle culpabilité, alors ça va un petit peu avec l'histoire de l'aveu, ce serait tellement bon, je pense à l'enfant qui se précipite dans les bras de sa mère en lui disant la chose pas bien qu'il a faite, et si la maman le prend dans ses bras et le console, elle lui dit oui, c'était pas bien, mais je t'aime toujours, à ce moment-là, la consolation fonctionne. Mais il arrive que nous ayons, dans ces périodes d'angoisse, à la fois un besoin d'être reliés, d'être consolés, d'être pris dans les bras, et en même temps, un refus, et un refus massif que cela se produise. Approchez-vous de quelqu'un qui est aux prises avec une culpabilité, avec une angoisse très forte, approchez-vous de lui et essayez de le consoler, de l'embrasser. Eh bien, il est possible qu'il vous envoie promener vertement et qu'il vous dise qu'il n'a pas besoin de ça. J'ai souvent entendu évoquer par des jeunes thérapeutes leur désir, qu'ils retiennent bien sûr, mais leur désir, cette envie de consoler celui qui est là et qui dit une angoisse telle qu'il ne peut plus vivre. On aurait besoin, on aurait envie à certains moments, devant un patient plein d'angoisse, de lui prendre l'épaule, de lui dire ça va aller mieux, de dire et tout ça c'est peut-être pas bien grave, c'est des impressions qui viennent de loin, mais aujourd'hui, et puis il y a une différence entre la peur et l'angoisse, enfin on aurait envie de dire des choses comme ça, mais d'une manière générale ça ne servira pas. Et il faut bien nous dire que dans la vie, d'abord ce n'est pas ça qu'on demande au thérapeute, et ensuite même dans la vie, ça n'est pas ça qui va guérir de son angoisse quelqu'un. Ce qui est important, c'est qu'ils sentent qu'on est là, mais pas pour le toucher, pas pour l'embrasser, pas pour le consoler, parce que le moment d'après, c'est encore pareil. Et à cela, je crois qu'il nous faut faire très attention. Il y a aussi un besoin de se consoler soi-même. Personne ne peut rien pour moi, je suis tellement angoissée. D'ailleurs, tout
toutes les preuves sont là pour montrer que personne ne peut rien pour moi. Alors je me console. Comment je m'y prends? Je prends un bain bien chaud, et puis je pose à côté quelques chocolats, et dans mon bain je mange des chocolats. Et puis de toute façon j'ai envie de quelque chose de bon à manger, ça me fera du bien, après ça va aller mieux, je me fais un thé, je fume, trop bien sûr, mais enfin je fume quand même. On peut se caresser soi-même pour s'apporter toutes ces consolations qui devraient faire cesser l'angoisse. Bizarrement, ça ne fait pas cesser l'angoisse. Bizarrement, l'angoisse est encore là. Ça ne tient pas. Et c'est une véritable détresse. Je me rappelle ce jeune garçon qui avait des assauts d'angoisse au moment de partir en classe. Et de tels assauts d'angoisse qu'il disait, mais il faut d'abord que tu me donnes une grosse bouillie avec beaucoup de bonnes choses dedans. Et la grosse bouillie avec beaucoup de bonnes choses dedans, évidemment, ça pouvait lui évoquer le temps où il était un bébé. Et c'était une manière de lutter contre l'angoisse. Mais de lutter comment? Avec une méthode physique, bien sûr. Et puis, c'était quand même la maman qui allait préparer la grosse bouillie avec beaucoup de bonnes choses dedans. Et puis, ça le ramenait au temps de la petite enfance, quand peut-être il ne savait pas qu'il était angoissé, quand peut-être il n'avait pas encore rencontré l'angoisse, ou qu'il avait déjà rencontré et perdu. Et redevenir tout petit, c'est ce que cherche celui ou celle qui se met dans son bain pour éprouver un bien-être, qui se met sous sa couette et qui dit « ça passera ». Ça passe quelquefois, pas toujours. Alors, c'est Freud qui a mis en évidence, et puis les psychanalystes qui l'ont suivi, qui l'ont encore plus mis en évidence, qui ont montré que ce qui était tragique dans l'angoisse, c'est le fait que nous revivons une angoisse très très ancienne, dont nous ne savons pas que nous l'avons un jour vécue, c'est la détresse du nourrisson. Comment ça, la détresse du nourrisson? Nos nourrissons sont si contents quand nous nous occupons d'eux. Le petit bébé n'est pas en détresse. Non, en effet, le petit bébé qu'on commence à caresser, à faire téter, à bien aimer, à bercer, non, il n'est pas en détresse. Cette détresse du nourrisson dont parlent les psychanalystes, c'est vraiment la détresse du petit enfant, du bébé à peine né. Alors, nous sommes grands, nous ne sommes plus des nourrissons. Mais nous avons un jour été ce nourrisson, ce petit enfant qui vient de naître. Le nourrisson qui est jeté hors de son milieu protecteur. Bien sûr, il a fait ce qu'il fallait pour sortir du corps de sa mère. Il a fait l'effort d'en sortir. Mais bien sûr aussi, le corps de la mère a eu le besoin et la nécessité de l'expulser. Et voilà qu'il n'est plus, ce petit bébé, dans le milieu protecteur dans lequel il était, qu'il est soumis à de la lumière, qu'il est soumis à des choses agressantes, à des mains qui le touchent. Ça n'est plus l'eau dans laquelle il baignait. Encore que maintenant, depuis tous les travaux de Le Boyer, on a essayé de pratiquer le plus souvent que c'était possible, par exemple la naissance, l'accouchement dans l'eau, où le bébé sort de cette eau originelle pour passer par l'eau des grandes personnes habituelles, et puis finalement il faut bien qu'il en sorte aussi. Ce bébé qui était protégé de tout à l'intérieur du corps de la mère, du moins on l'espère, il arrive dehors et il ne connaît rien de cet univers dans lequel il est, un peu comme dans les rêves nocturnes, où on se trouve dans un paysage inconnu, c'est rocailleux, c'est grand, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de chemin. Oui, je crois qu'il n'a pas de chemin, le nourrisson qui vient de naître. C'est une détresse de ne pas encore savoir comment on vit dans le monde où il va falloir vivre longtemps, toujours. C'est une expérience de séparation, la première de nos séparations. C'est une expérience de dépendance, la première réelle expérience de dépendance. Sans les soins qu'on lui prodigue, le petit bébé humain ne vivrait pas. J'observais un jour avec beaucoup d'admiration et d'étonnement et d'enthousiasme
à un bébé poulain qui venait de naître, il venait d'être mis au monde par sa mère pouliche. Il était déjà debout entre les pattes de la maman pouliche jument. Il était là debout et il allait chercher à téter déjà. Il y avait une demi-heure qu'il était né. Eh bien, le petit homme ne peut pas, sur ses pieds, aller chercher ce dont il a besoin. Nous ne connaissons pas le chemin et nous avons besoin que d'autres que nous aident et nous protègent. Nous n'avons pas de repères. Il faut donc les inventer et les accueillir, tout ça quand on est encore ce petit enfant qui n'a pas la parole. C'est une expérience de vide que nous avons vécue et dont nous ne nous souvenons plus. Et tant mieux que nous ne nous en souvenions plus. Mais voilà que bizarrement, quoique nous ne nous en souvenions plus, c'est cela que dans bien des situations d'angoisse nous revivons. C'est-à-dire que qui m'aidera à vivre, qui me fera me déplacer, qui me sortira de cette angoisse dont je ne connais même pas vraiment l'origine. Je suis seule. C'est une expérience de vide et de solitude que, par chance, en général, le nourrisson n'a pas parce qu'il n'est généralement pas seul. Et voilà qu'on va lui permettre de surmonter sa détresse. Du moins, dans les sociétés ou dans les familles civilisées dans lesquelles nous nous trouvons. Il est probable qu'il est arrivé à des nourrissons d'être des pauvres nourrissons qu'on n'a pas pu aider vraiment à sortir d'une situation très difficile, dont on s'est mal occupé pour 1000 raisons, certaines qui dépendent peut-être de la responsabilité des adultes, d'autres qui ne dépendent de rien, mais ou de rien qu'on ait pu dominer en quelque sorte. Ces pauvres nourrissons en garderont très probablement la marque, cependant que les autres garderont la marque du fait que finalement ils ont pu arriver à vivre et le vide a été comblé. Or, il me semble que de ce monde désorganisé pour le bébé qui vient de naître, de ce monde dans lequel il n'y a rien à comprendre, on ne sait pas comment il faut se débrouiller, il ne sait pas encore, ce pauvre bébé, comment se débrouiller, et il est confronté et au vide et à la solitude. De cela, nous refaisons l'expérience à des tas de moments de notre vie. Il y a beaucoup de moments dans nos vies où c'est cela que nous rencontrons. L'angoisse apparaît à tous les âges, quand, par exemple, le monde se désorganise, quand il perd ses règles. Et cela, le petit enfant peut le vivre quand rien ne va. Je pense à ce gamin qui me disait « Non, mais je crois qu'ils sont tous fous autour de moi. Ils crient, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils disent « Fais ci, fais ça. » Mais moi, j'y comprends plus rien. Bon, et oui, il était confronté à quelque chose comme ça. Et je pense à tous ces enfants qui sont dans des milieux sociaux, dans des expériences de vie, quelle que soit leur famille, c'est de manière différente que ça peut se passer. Il y a des moments où la vie de la famille se désorganise et où le petit enfant vit cette désorganisation. Mais on peut encore vivre cette désorganisation, la perte des règles, quand on est adulte, et reconnaître que, par exemple, on se trouve dans une société où on ne reconnaît plus les règles auxquelles on était habitué. La règle du jeu n'existe plus dans un certain nombre de situations et dans certains moments de nos vies sociales et de nos sociétés. Quand la règle du jeu se perd, quand on change la règle du jeu, nous sommes perdus, que nous soyons petits, moyens, grands, vieux. Il y a les moments aussi où nos forces de vie, comme les forces pulsionnelles qui habitent le tout petit enfant quand il vient de naître et grâce auquel il vit, il y a des moments où les forces de vie, la libido, quand au fur et à mesure que notre vie s'avance et se déroule, se heurtent à des impossibilités absolues de réalisation. Et cela, à tout âge de la vie, il nous arrive de vivre que nous ne pouvons pas aller vers cela que nous désirerions tant et dont nous avons besoin pour vivre. C'est un revécu qui peut nous angoisser, qui a quelquefois un objet, quelquefois pas d'objet, mais simplement un revécu de je ne peux pas déployer ma force de vie, je ne peux pas aller de l'avant. Le temps où les puissances de mort, de séparation, se révèlent actives et dès lors irrémédiables,
c'est aussi un temps où nous sommes renvoyés à cette expérience du vide premier, du vide initial. Donc tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que, par exemple, dans l'exemple de l'angoisse de culpabilité, nous sommes renvoyés à des choses dont nous ne nous souvenons pas, mais qui ont été des troubles de notre petite enfance. Là, je pense qu'à travers ce que je suis en train de vous dire du monde désorganisé, du monde dans lequel nous ne nous retrouvons plus, nous ne retrouvons pas les règles, nous nous heurtons à des impossibilités et nous nous heurtons à l'irrémédiable, par exemple, de la maladie ou de la mort. Dans tous ces moments-là, c'est à ce qui était vraiment, qui a présidé à notre tout début dans la vie, que nous sommes renvoyés, ce qui a présidé à notre tout début et qui a été surmonté, mais qui a été une expérience difficile au début. D'autre part, il existe aussi, au long de nos vies, ça c'est une espèce de généralité ce que je viens de dire, tout en rentrant dans beaucoup de détails, il existe une détresse de même nature qui s'éveille à l'occasion de toutes les crises de nos vies. On pourrait dire que, par exemple, la naissance est une première crise, mais ça n'a pas encore le nom de crise. Mais il y a la crise de l'angoisse pubertaire. L'angoisse pubertaire, ce moment où le jeune enfant, qui était si bien dans son corps, qui était beau comme il était, qui était actif, qui prenait du plaisir, tout d'un coup découvre que son corps change, lui joue des mauvais tours, il ne s'y retrouve plus, il y a les règles qui arrivent, il y a tous les troubles de la puberté et les débuts de la vie sexuelle du jeune garçon ou de la petite fille ou de la jeune qui devient une jeune fille. Il y a cette apparition des seins, des poils, du pubis, etc., que certaines refusent, n'acceptent pas. C'est une crise de quitter la petite enfance pour entrer dans l'angoisse de ce nouveau corps avec lequel il va falloir faire connaissance. Il y a cette angoisse de la sortie de l'adolescence, de l'entrée dans la grande adolescence et dans l'âge adulte. C'est aussi une crise, et c'est aussi une crise d'angoisse en général, qui marque cette période-là. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, ça n'est pas une peur précise, c'est une angoisse. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que la société me permet de faire de ma vie? Et c'est là qu'on voit cette conjonction entre le corps social auquel nous nous heurtons, les désirs dont nous sommes porteurs et quelquefois les lois ou les impossibles auxquels nous sommes confrontés. Il y a l'angoisse aussi fréquente qui apparaît autour d'une quarantaine d'années. Je vois assez souvent arriver des gens d'une quarantaine d'années pour une psychothérapie et qui d'ailleurs disent quelquefois tout simplement c'est ma crise des 40 ans. Ah bon, ça va, ils savent qu'on fait une crise à 40 ans et ils peuvent la nommer. Pourquoi c'est une crise à 40 ans? Parce qu'on sent qu'on a déjà parcouru un assez grand espace et qu'il en reste encore à parcourir, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est souvent le moment où naît une deuxième vocation, par exemple professionnelle. Souvent, autour de 40 ans, on voit apparaître une réorganisation ou un désir de réorganisation de vie, que ce soit la vie affective ou que ce soit la vie professionnelle. Et à ce moment-là, en quelque sorte, quand la vie se réorganise, ça veut dire qu'elle s'était désorganisée ou qu'elle avait été vécue comme désorganisée. Et ce temps de la désorganisation était un temps d'angoisse qui, lui aussi, est toujours porteur de toutes ces séquelles du passé. Alors, une nouvelle série de gens, 20 ans plus tard, c'est l'angoisse de la proximité ou de la réalisation du temps de la retraite. Je me rappelle cette personne qui n'avait pas 50 ans et qui me dit « Oh là là, maintenant je fais partie des seniors. » Oula, c'est précoce, senior à 50 ans. Oui, mais professionnellement, on nous classe dans les seniors. Donc je vais être un senior. Mais le vrai senior, celui à qui la SNCF dit qu'il est un senior et qu'il peut aller chercher sa carte de senior, celui-là, il est bien content d'avoir sa carte de réduction, mais il est bien malheureux parce qu'il s'appelle senior. Et s'appeler senior, c'est très pénible. C'est très pénible, mais ça suppose aussi qu'il va falloir s'habituer à cette nouvelle identité. Cette nouvelle identité qui précède ce qui va arriver, pire que tout, la vieillesse. Et l'entrée dans la vieillesse. Mais l'entrée dans la vieillesse, c'est quoi? C'est tout de même la découverte qu'on n'a plus les mêmes pouvoirs qu'avant. C'est la découverte que
notre monde tel que nous l'avions construit ne ressemble pas du tout à ce que nous, tel qu'il est maintenant, ne ressemble plus du tout à ce que nous avions voulu construire. C'est le temps du bilan, c'est le temps du mais qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais terminer les années, bien sûr très longues encore qu'il me reste, mais quand même, comment je vais les mener à bien, comment, alors que je suis dans un certain vide, des vides relationnels se produisent, beaucoup de gens qu'on aimait, avec qui on a cheminé, ne sont plus là, ils sont morts ou ils sont partis ailleurs et ils nous ont oubliés. Et c'est le moment où, à nouveau, l'angoisse du vide apparaît. Et avec cette angoisse du vide, à nouveau, la détresse du nourrisson. Terrible d'avoir la détresse du nourrisson quand on est quelqu'un d'âgé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Il se passe qu'on a perdu les repères du temps d'avant et qu'on aborde quelque chose d'autre. Dans tous ces cas-là, on est en train d'aborder quelque chose à quoi finalement on n'est pas préparé. Même si on croit s'être préparé, à l'entrée dans l'âge adulte, et que même l'adolescent a trépigné pour entrer dans l'âge adulte, eh bien, il est quand même devant quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il va vivre pas comme il l'avait prévu. Et c'est la même chose pour toutes les autres séquences de vie. On aborde quelque chose d'autre, on aborde un certain inconnu. On sait qu'on a quitté le temps d'avant, et ça, en même temps, on sait que c'est une expérience de l'irrémédiable. C'est irrémédiable. Je n'ai plus 20 ans, et c'est sans retour. Jamais plus, je n'aurai 20 ans, ni 30 ans, ni tout ce qu'on voudra, selon l'âge auquel on se situe. Jamais plus, je ne retournerai en ce temps-là. Jamais plus les repères que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, jamais plus ces repères ne tiendront dans la vie qui maintenant s'étale devant moi. Limitée, je découvre aussi que puisqu'on ne peut pas retourner en arrière, en même temps il y a une limite en avant de soi, et tout cela, c'est cette expérience de grande solitude, car je crois que le sentiment qui arrive à ce moment-là, c'est que personne ne me donnera la clé, personne ne m'apprendra comment on se débrouille avec tout cela. Personne, c'est quand même embêtant, puisque c'est commun à tous les hommes. Les autres devraient pouvoir m'aider à traverser tout cela. Expérience humaine, commune à tous, et que certains semblent traverser facilement, pendant que d'autres ont du mal. Il semble que pour certains, l'expérience est même féconde. La crise traversée, c'est quelque chose qu'on a souvent dit, la crise traversée semble avoir fécondé certains. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait que pour certains, cette angoisse qui a marqué un temps qui était une crise d'adaptation à un nouveau temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que certains se sentirent bien en quelque sorte, que certains finalement ne restent pas dans l'angoisse, qu'ils traversent effectivement ce moment d'angoisse que représente la crise, mais qu'ils en sortent, ils ont trouvé le chemin. Alors on peut s'interroger, évidemment, de se dire que peut-être dans leur vie oubliée de bébé, ils ont appris et ils ont été suffisamment bien équipés pour pouvoir se resservir, dans les moments où ils retrouveront les vieilles détresses, pouvoir se resservir des solutions qu'ils ont petit à petit prises, élaborées, pour que l'angoisse ne dure pas, pour que la détresse ne dure pas. Leur entourage leur a appris, ils ont digéré en quelque sorte ce qui leur a été donné, et ils savent un peu, ils ont des points d'appui. Leur mode de défense, finalement, s'inspire peut-être des premiers vieux modes de défense. Mais il y en a d'autres modes de défense. On apprend à se défendre contre l'angoisse. Pascal développe largement l'idée que les hommes se distraient, se divertissent pour échapper à l'angoisse de leur réalité, qui est la réalité d'une humanité toujours en attente, toujours en demande, confrontée à la mort et confrontée quelquefois à l'absence de sens. Car finalement, l'absence de sens, eh bien, comme j'ai évoqué tout à l'heure l'absence des règles, il y a aussi l'absence du sens, qui est quelque chose qui nous crée une angoisse, si nous ne comprenons pas dans quoi nous sommes. Alors, donc, dans cette expérience humaine qui est commune à tous les hommes, qui consiste à croître, à traverser des moments différents, à avancer dans un paysage qui change et où on ne retournera pas en arrière, cette expérience qui est fondamentale
est une expérience fondamentalement angoissante, mais que certains savent traverser sans y rester, et que d'autres traversent en ne sachant pas traverser, c'est-à-dire en ne sachant pas aller au-delà. Donc on peut s'en distraire, et c'est une manière de survivre pas trop mal. Mais est-ce une bonne manière de s'en tirer? Non, puisqu'elle comporte finalement la distraction. Elle ne nous permet pas d'aborder notre finitude, elle ne nous permet pas d'aborder cela même qui est le problème de la vie, de la mort et de la fin. Et du sens. Ont-ils fait un travail interne sur eux-mêmes pour comprendre cette situation humaine dans laquelle nous sommes et dont on a beaucoup parlé au XXe siècle, au temps où les philosophies nous parlaient de l'absurde. Les philosophies de l'absurde, qui étaient les philosophies qui sont nées avec la pensée de Sartre et d'un certain nombre d'autres philosophes de cette époque-là, donc c'est vers le milieu du XXe siècle que cette philosophie de l'absurde s'est épanouie, disant que les choses n'ont pas de sens et que l'homme est un être fini et que la finitude est quelque chose qui nous angoisse plus que tout. Nous ne pouvons pas nous détourner de cela, et c'est cela qui est le fond de notre angoisse humaine. Est-ce que les sagesses, est-ce que la psychanalyse, est-ce qu'une bonne psychanalyse nous délivre de cette angoisse profondément humaine, ou est-ce qu'elle nous apprend à en faire quelque chose, ce qui n'est pas tout à fait pareil? Est-ce que ça résout cette angoisse d'être des hommes? Et le problème reste également le même face à d'autres expériences que plus ou moins nous partageons tous, d'autres vécus de l'irrémédiable. Je n'ai pas du tout évoqué de manière précise ce qui, dans nos sociétés et dans notre monde d'aujourd'hui, est une expérience de grande impuissance face à tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons des raisons d'avoir peur de choses très précises. On va pouvoir énumérer toutes les raisons d'avoir peur. Mais mettons de côté les raisons d'avoir peur. Il y a tout simplement un climat d'angoisse qui nous baigne quand nous voyons que nous avons un monde qui est troublé par les guerres, par l'irruption du mal, par le problème du mal tel que nous le touchons, et que là aussi, il y a perte du sens, perte d'une certaine foi qui pourrait nous aider. Donc l'angoisse se lève due très nettement, non pas à notre finitude d'êtres humains, non pas à la question de ce que c'est que d'être un être humain qui avance dans la vie et qui va un jour vers sa mort, à travers toutes les expériences de vie qu'il a, mais là, c'est encore autre chose, car les raisons d'avoir peur ciblées sont là, mais qui, parfois, ne s'installent pas comme des raisons d'avoir peur, mais comme un état d'angoisse. Je suis dans un monde angoissant. Notre société, qui est pleine de risques imprévisibles, d'accidents partout, notre société, elle aussi, provoque des raisons d'avoir peur, mais au-delà de la peur, en deçà de la peur, d'être angoissé. Les problèmes, quand on dit j'ai peur du chômage, oui, j'ai peur du chômage, mais ce chômage n'est pas là. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis mis dehors. Donc ça crée une angoisse. Quand ça devient quelque chose, je n'ai plus du tout de situation, alors ça fait peur parce que je ne sais pas comment je vais continuer à vivre. C'est autre chose. Ça, c'est une peur et qui déclenche en même temps de l'angoisse. Mais il peut y avoir aussi tout simplement un état d'angoisse. Ce n'est pas en ce moment qu'il est en train de se produire quelque chose qui a des raisons de me faire peur quand ça sera là. Mais pour l'instant, ça n'est pas là et c'est de l'angoisse que je vis. L'insécurité, la maladie, l'irruption de la maladie. La maladie est là et elle me fait peur, elle a un nom. Mais au-delà de la peur, en deçà de la peur, autour de la peur, il y a toute l'angoisse qui est comment je vais faire, comment on va se débrouiller, et si mon père est malade, et si mon enfant est malade. Les maladies, ça existe. Bon, on peut avoir peur de telle maladie pour telle raison précise, mais en même temps, on peut être angoissé à l'idée que la maladie, ça peut toujours tomber sur ceux que j'aime ou sur moi-même. Et la mort. Bon, on peut se dire qu'on a peur de la mort, mais en même temps que l'idée de la mort nous angoisse. Et c'est pas tout à fait pareil. Nous sommes touchés d'une manière différente. Alors tout cela qui survient, qui est autour de nous, qui nous touche, qui risque de nous toucher,
ça crée en nous des raisons de nous angoisser. Et sans avoir besoin de penser que nous avons été un nourrisson. Un nourrisson qui était dans la peur. Oui, mais n'empêche que cela encore, cette ancienne expérience peut revenir nous habiter. Mais elle nous habite dans un lieu, dans un temps où on a des raisons de s'angoisser, mais où le vécu d'angoisse lui-même est un vécu extrêmement archaïque. Et pourtant, chez certains qui vivent comme nous les mêmes choses, l'inquiétude qui est légitime ne se transforme pas en angoisse. Car c'est là qu'il faut savoir distinguer. Tout à l'heure, je distinguais la peur de l'angoisse, la peur qui a un objet précis de l'angoisse, qui peut être aussi insupportable que l'angoisse. Et maintenant, il nous faut distinguer l'inquiétude, qui est quelque chose qui est légitime en quelque sorte. On peut s'inquiéter de quelque chose de précis, s'inquiéter des problèmes de société dans lesquels nous sommes. Mais l'inquiétude ne déclenche pas les mains moites, les nerfs croisés sur l'estomac, l'impossibilité de respirer, enfin tout ce que j'ai décrit précédemment. La prise au sérieux de tout cela qui nous fait courir des risques de mort, de séparation, de perte, de manque, n'entraîne pas l'angoisse. L'inquiétude est là, le souci est là, la tristesse de l'irrémédiable sont là, et pourtant, ça n'est pas l'état d'angoisse tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Alors pourquoi ? J'ai dit tout à l'heure que finalement l'angoisse n'est pas la peur, je dis maintenant que l'inquiétude n'est pas l'angoisse, mais qu'est-ce que nous faisons de l'angoisse pour qu'elle ne s'installe pas ? On peut se demander comment on lutte contre la peur, ça c'est une chose. On peut se demander comment il se fait que pour certains, les sujets qui deviennent sujets d'angoisse pour quelques-uns ne sont que des sujets d'inquiétude devant lesquels ils continuent de vivre. Alors, à nouveau, la même question et qui se précise et avec laquelle je vais conclure cet exposé. Finalement, je viens de dire comment se fait-il que tout le monde ne souffre pas des mêmes symptômes quand nous sommes finalement dans les mêmes situations de changement. Comment se fait-il que, alors que nous sommes tous confrontés aux mêmes risques, finalement, nous ne les vivons pas de la même manière? Et ça sera très vite fait de dire que c'est parce que certains sont dans le déni ou dans la distraction, alors que d'autres n'adoptent ni le déni ni la distraction. Bien sûr que ça existe, le déni. Bien sûr que ça existe, le fait de dire non, 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 tout ça, ça n'existe pas. Mais, ou bien je fais autre chose, ça me changera les idées. Mais en réalité, il y a quand même des gens qui sont conscients de toutes ces difficultés que je viens d'évoquer, qui sont même inquiets et qui ne se paralysent pas et qui vivent et qui sont contents de vivre et qui ne sont pas empêchés de vivre. Alors pourquoi ? On peut penser, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que peut-être ils ont été des nourrissons chez qui il n'est pas resté de traces tragiques d'une solitude et d'une angoisse, et qui leur ont permis de construire le début, la construction d'un moi solide. Mais on peut aussi s'interroger sur le rôle que joue pour certains l'activité réparatrice ou créatrice. Réparatrice de quoi? Créatrice de quoi? Oh, je pense à tous ces gens qui évoquent. Moi, quand je suis angoissée, c'est simple, je fais un gâteau. Après, ça va mieux. Bon. La personne qui raconte ça, elle a créé quelque chose. Elle a créé son gâteau. Et ça existe face à une angoisse qui était à peu près avec un objet vague, mais qui n'était pas défini. Quand je suis angoissée, j'écris. Après, je jette ou je garde, mais j'écris. Quand je suis angoissée, je peins. Je garde ou je jette, mais j'ai peint. Et souvent, ça fait œuvre. Ou bien, je prépare la prochaine réunion que je vais avoir. Et puis après, ça va quand même mieux. Alors, c'est très proche de la distraction, mais ça n'est pas la distraction. Quelle différence? C'est un acte créateur. Et l'importance des sagesses. On n'a jamais autant parlé de méditation que depuis quelques décennies. On pratique la méditation. On étudie les sagesses. On apprend des techniques de lâcher prise, de détente. Alors, certains pourraient dire que c'est une mode. Oui, mais comment elle est née, cette mode? Pourquoi elle est née? Qu'est-ce qui lui a permis de naître? Le fait qu'on a déplacé, par exemple, ce que pouvaient apporter quelquefois les religions. C'est possible.
peut-être aussi le fait que nous sommes dans un monde angoissant et qu'il faut trouver le moyen de vivre, de dépasser l'angoisse, de traverser l'angoisse, de sortir de l'angoisse, même si nous l'éprouvons et si nous la rencontrons tout le temps. Alors finalement, j'aboutis à un comment faire pour traverser. Comment faire pour ne pas rester dans l'angoisse? Comment faire pour accueillir l'angoisse, pour tracer ou pour aider à tracer un chemin qui permet de traverser les zones d'ombre, de traverser la fameuse forêt dont je parlais tout à l'heure, ou de traverser aussi ces grandes étendues sans limite et sans chemin. Comment faire? Est-ce qu'il faut le faire seul? Est-ce qu'il faut le faire avec d'autres? Est-ce que c'est toujours seul qu'il faut que nous définissions à la fois notre angoisse et notre moyen d'en sortir? Est-ce que nous avons un rôle à jouer, soit en cherchant quelqu'un qui nous y aide, soit en étant celui qui aide à traverser l'angoisse? Voilà, et à travers tous ces chemins que j'évoque et dont je pense que vous allez en évoquer d'autres. Parce que, voilà, j'ouvre sur beaucoup de points d'interrogation et de questionnement, et il y en a qui ont pu se lever tout au long de tout ce que je raconte depuis tout à l'heure.